Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour chers auditeurs de Bordeaux FM et bienvenue dans le second numéro de l'émission Résident de la République. Une émission présentée en duo par Raoul. Bonjour Raoul. Bonjour. Et moi-même Pablo. Dans ce nouveau numéro, nous avons souhaité aborder le thème de la consommation. La crise sanitaire qui a bousculé nos habitudes de consommation a soulevé de nombreux débats sur la place de la consommation dans nos économies. Beaucoup d'entre nous se sont rendus compte pendant les confinements qu'ils n'avaient finalement pas besoin de consommer autant. Alors que la question du pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations des Français, il est intéressant de s'attarder sur la notion de besoin artificiel tel que le décrit le sociologue Razmik Cheyan dans son ouvrage « Les besoins artificiels ». Raoul, ta mission, si tu l'acceptes, sera de nous partager ton regard sur la lecture de ce livre. Oui. Et nous évoquerons également la question du minimalisme à travers l'expérience de l'écrivain japonais Fumio Sasaki et du sujet sur la déconsommation. De quoi avons-nous vraiment besoin ? Comment distinguer les besoins réels des besoins superflus ? Les réponses après ce titre. Vous êtes bien sur Bordeaux FM.
correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Bonjour, on vient d'écouter une reprise de J'ai oublié de vivre. Alors J'ai oublié de vivre, ça pourrait évoquer l'aliénation aussi, capitaliste. C'est un des thèmes qui est évoqué par Razmig Kocheyan dans Les besoins artificiels.
Donc les besoins artificiels, c'est difficile à saisir théoriquement. Qu'est-ce qu'un besoin artificiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est un besoin authentique? Qu'est-ce qui est un besoin radical? C'est toutes ces questions auxquelles le livre essaye de répondre. Moi, j'ai trouvé ça assez étayé quand même sur plusieurs. Disons que c'est assez compliqué parce que il y a un prologue qui parle du droit à l'obscurité. Alors le droit à l'obscurité, c'est un droit qui est nouveau, puisque avant on pouvait observer un ciel étoilé, on pouvait contempler la Voie lactée, ça faisait partie d'une expérience vécue capitale pour l'être humain, de pouvoir comme ça regarder l'immensité de l'espace. Et ce droit à l'obscurité, c'est quoi? Ça fait suite en fait, à l'impossibilité pour de plus en plus de gens de pouvoir observer ce ciel étoilé, de pouvoir observer la Voie lactée, de faire une expérience quasi métaphysique, une expérience poétique importante dans la vie d'un individu, puisque à cause de la pollution lumineuse, on ne peut plus dans les villes, même dans les campagnes, faire cette expérience. Donc ça a suscité la création de plusieurs mouvements en France, aux États-Unis, qui réclament ce droit à l'obscurité et qui luttent contre la pollution lumineuse. Ça, c'est l'objet du prologue de ce livre. Il y revient ensuite pour étayer son discours. Ensuite vient une théorie critique des besoins, et là, c'est vraiment c'est compliqué de saisir théoriquement qu'est-ce qu'un besoin authentique par rapport à un besoin artificiel. Ce qui s'est passé, c'est que le capitalisme a permis en fait aux gens de pouvoir assouvir leurs besoins biologiques. Il y a le besoin biologique, mais il y a pas que ça. Il y a aussi des besoins historiques qui viennent se greffer dessus. Une fois qu'on répond aux besoins biologiques, l'homme va chercher à assouvir d'autres besoins, peut-être plus raffinés. Par exemple, la faim n'est pas la même quand on mange de la chair crue avec ses ongles et ses dents, et quand on mange avec une assiette de la chair cuite qui a été cuisinée. C'est pas du tout le même besoin. Ça reste un besoin biologique, mais il y a eu un saut qualitatif quand même. Il y a eu des besoins comme ça qui sont historiques, plus que biologiques. Et c'est très compliqué après, sur ces besoins-là, les besoins qui viennent se superposer, de dire quel est un besoin artificiel et quel est un besoin authentique. Voilà. Il y a une part de subjectivité dans la définition du besoin, d'un Tout besoin à fait, artificiel. tout à fait. Alors, comme l'auteur est plutôt d'obédience marxiste, j'ai envie de dire, ou marxien, lui, il va centrer ça sur des besoins artificiels qui seraient dictés en quelque sorte par les impératifs économiques. C'est-à-dire que pour tout simplement la croissance, le système a besoin de créer des besoins, mais en même temps qu'il crée des besoins, il va devoir forcément faire l'impasse. Enfin, l'individu va devoir faire l'impasse sur d'autres besoins. Par exemple, on a besoin de s'épanouir, on a besoin de se cultiver, mais le capitalisme fait qu'on doit travailler de plus en plus. Un ouvrier passe 40% de sa vie à travailler. Et le reste du temps, il n'a pas forcément envie de se cultiver, de développer toutes ses capacités, toutes ses facultés, voilà. Donc ça, c'est un besoin qui n'est pas assouvi que ne permet pas le système, quoi. Mais en compensation, il va y avoir des marchandises qu'on propose qui vont compenser ce vide. Et là, on peut parler de besoins artificiels, c'est-à-dire des marchandises qui ne procurent du plaisir que parce qu'on les achète finalement. Oui, on là, n'en a pas vraiment besoin et on les achète quand même, quoi. Là, on parle de troubles de la consommation compulsive. Oui, il y a cette dimension psychiatrique, oui, ça toucherait jusqu'à 8% de la population, surtout des femmes. Voilà, alors il parle des alcooliques anonymes, et puis sur ce modèle, c'est inventé une nouvelle forme de thérapie pour les
les gens atteints du trouble de l'achat compulsif, des associations de débiteurs anonymes aux États-Unis et en France. Et ils tirent de ces expériences la conclusion que c'est parce que ces expériences de débiteurs anonymes, ça marche. Hein. Les psychiatres nous disent que c'est plutôt efficace pour sortir de cette addiction à la marchandise. Et pourquoi pas ne pas envisager ça de manière plus politique, c'est-à-dire c'est à travers la rencontre avec autrui qu'on pourrait se désaliéner finalement, se désaliéner de la marchandise en s'associant avec des gens, en rencontrant des gens, en parlant à la base, c'est-à-dire par des conseils de quartier, il en fait l'un des fondements d'une sortie du consumérisme. C'est-à-dire le pouvoir des conseils de quartier qui se réuniraient comme ça et qui s'associeraient en tant que consommateurs à travers des associations de consommateurs et qui prendraient conscience de leur aliénation et finiraient par en sortir à travers la lutte. Et est-ce que par rapport à ces associations de consommateurs, est-ce que le livre parle d'une connexion possible ou d'une fusion possible avec celle des producteurs ? Oui, alors lui, il est pour une alliance des syndicats et des associations de consommateurs. Voilà, et il dit que c'est la grande alliance à faire et une deuxième autre alliance entre les mouvements écologistes et l'anticapitalisme en général, quoi. C'est-à-dire le mouvement ouvrier. Alors, il a des pistes assez intéressantes au niveau de la lutte des classes. Notamment, il voit dans les clusters logistiques le noyau dur du prolétariat qui pourrait, par les blocages des centres logistiques, comme Amazon par exemple, qui détiennent un vrai pouvoir, quoi. C'est des ouvriers en général en situation de précarité qui sont rassemblés dans des grandes villes et qui ont un moyen d'action sur un centre névralgique et vulnérable du capitalisme, que sont les clusters logistiques, c'est-à-dire dans ce flux de marchandises, il y a des entreprises logistiques se regroupent dans des sortes de clusters et ça attire toute une population donc, de main-d'œuvre précaire. Et là, il y a les ingrédients possibles d'un rapport de force avantageux pour les classes populaires. Un rapport avantageux pour les classes populaires, c'est un peu le combat qu'a mené José Mujica, qui a été le président de la République d'Uruguay de 2010 à 2015. Il a été guerrillero dans les années 60-70, guerrillero des Tupamaros. Et il a été détenu en tant qu'otage et torturé sous la dictature militaire. Il nous donne son regard sur la consommation, le consumérisme. Peu importe que je sois président de l'Uruguay. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'ai passé plus de 10 ans seul dans un cachot. J'ai eu le temps. J'ai passé 7 ans sans pouvoir lire un livre. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Voilà ce que j'ai découvert. Soit on arrive à être heureux avec peu de choses, sans trop s'encombrer, parce qu'on a le bonheur en soi. Soit on arrive à rien. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. C'est plutôt une apologie de la sobriété. Mais comme on a inventé une société de consommation consumériste, et que l'économie doit croître, parce que s'il n'y a pas de croissance, c'est le drame. On s'est inventé une montagne de besoins superflus. Il faut sans arrêt jeter, acheter, jeter. Et ce qu'on gaspille, c'est notre vie. Parce que quand j'achète quelque chose, ou toi, on ne le paye pas avec de l'argent. On le paye avec le temps qu'il a fallu consacrer à gagner cet argent. À la différence près que la seule chose qui ne peut pas s'acheter, c'est la vie. La vie ne fait que s'écouler.
Et il est lamentable de gaspiller sa vie à perdre sa liberté. My leather's so soft, my top so soft, I probably have it off. These niggas so soft and I go so hard. Bitch, I go so hard. She said my leather's so soft, my top so soft, I probably have it off. These niggas so soft and I go so hard. Bitch, I go so hard. Yeah, look, I get money, ho. Fuck what you talking about. Straight out the slaughterhouse, straight out the dragon's mouth. Fire you can't put out, tires are standing out. The coupe look pigeon-toed, I be in a different mode. I be with them different hoes, no I mean them different hoes. I mean them Weezy, Bumbleclot, different hoes. And as far as terrific goes, they kiss that dick with no mistletoes. Diamonds and pearls and pussy hoes, snorting coke till they nose bleed. I'm sitting high on them inches, I'm in the nosebleeds. I'm on a paper chase until my toes bleed. Then I get on these beats and let my soul bleed. I put them in your head and watch the hoes bleed. My rag always red, like when them hoes bleed. Now that's cold bleed, no I mean cold-blooded. And I'm so southern, that's why my leather's so soft. My top so soft, I probably have it off. These niggas so soft and I go so hard. Bitch, I go so hard. She said my leather's so soft, my top so soft, I probably have it off. These niggas so soft and I go so hard. Yeah. Bitch, I go so Nigga hard. on the yacht smoking cohibas, nigga. Yeah. She soft as a bush, nigga. She purple like Kush, nigga. We high on that money, nigga. We get it from Cook, nigga. Hit her with that crook, nigga. Fucking with crooks, nigga. Know we bout that money and we stacking like books, nigga. Know what I do, nigga. Them teardrops is true, nigga. We stay so fly. Ride Bentley coupes, nigga. Rolls Royce Canisius and asses by the beaches. Blowing on that puff and we driving foreign features. Higher than whoever, nigga. Know we bout that cheddar, nigga. Know I got a Tommy gun. Gave one to my youngin' son. And we got it together. 4751, you gon' hear us when we my come, leather's daddy. so soft, my top so soft, I probably have it off. These niggas so soft and I go so hard. Bitch, I go so hard. She said my leather's so soft, my top so soft, I probably have it off. These niggas so soft and I go so hard. Bitch, I go so hard. You see the paper gon' come, if not I'm gon' get it. I gotta die with money cause I wasn't born with it. It was 9/27, 82, baby, do charity hospital, aka the city zoo. No pity due to no one, nobody, not all, man. They dropped us in the game and everybody's tryna ball. And the small hand to touch you, the large hand to cut you. But until that day, I be a motherfucking stunner. Ball till I fall, I done did it for my dogs. Ball till I fall, I done did it for y'all. Ball till I fall, I done did it for me, nigga. Ball till I fall, that's the way it's gon' be, nigga. Up in the early, I done did it for sunshine. Candy on the paint every time I touch mine. 9 stay cocked cause I'm good with fine minds. Alligator with the suede riding them 25. My leather's so soft, my top so soft, I probably have it off. These niggas so soft and I go so hard. Bitch, I go so hard. She said my leather's so soft, my top so soft, I probably have it off. These niggas so soft and I go so hard. Bitch, I go so hard. Yeah.
retour sur Bordeaux FM, dans l'émission Résident de la République. Nous parlons aujourd'hui du consumérisme. De quoi avons-nous vraiment besoin ? C'est un peu la question que se pose Razmi Kecheyan dans son livre intitulé « Les besoins artificiels » ou « Comment sortir du consumérisme ». Il procède à une analyse concrète des choses en tant qu'objets matériels et consommables, en s'intéressant notamment à la nécessité d'allonger la garantie des objets pour lutter contre l'aliénation de la marchandise et permettre les conditions d'un développement, d'un modèle durable de consommation. Oui, tout à fait. C'est le rôle de l'État qui est évoqué. C'est l'État qui oblige, pour certains produits, à une garantie légale. Après, il y a les extensions de garantie qui donnent lieu à un marché, souvent abusif pour le consommateur. Mais voilà, il y a plein de questions politiques derrière tout ça, de rapports de force entre le consommateur et le producteur. On peut parler de l'interopérabilité, par exemple des chargeurs de portables. Il y a des lois qui sont passées pour obliger les constructeurs à faire des chargeurs qui puissent s'adapter, à part pour les Apple, mais pour tous les autres téléphones. L'État a souvent son mot à dire et il va prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Alors il est aussi soumis au marché. Le capitalisme a besoin de multiplier, d'accélérer la rotation des biens. Plus un bien se périme, plus on va devoir en racheter et ça va faire tourner l'économie et ça va faire de l'emploi. Enfin, il y a toute une dialectique entre les intérêts des producteurs et les intérêts des consommateurs. Alors la garantie, ça pourrait être une piste pour les classes populaires, pour un nouveau modèle, étendre la garantie à 10 ans, 20 ans, l'étendre sur d'autres produits, par exemple les habits, pourquoi pas des chaussures garanties 5 ans, voilà, une garantie légale, c'est-à-dire qui est obligatoire, qui est rendue obligatoire par la loi. Voilà. C'est un moyen d'action. Après, il y a effectivement cette jonction des luttes écologistes et syndicales, cette jonction entre le consommateur et le producteur au travers d'associations de consommateurs et de syndicats encore. C'est des pistes qui sont très intéressantes. Et est-ce que l'État a son rôle à jouer ? Ça dépend du rapport de force. Là encore, l'État, des fois, il prend des lois qui sont avantageuses pour le consommateur et avantageuses pour la planète, pour l'écologie. Et des fois, au contraire, il est assez mouvant. Ça dépend qui est au pouvoir, ça dépend des élections, ça dépend du rapport de force. On peut prendre par exemple le sujet du confort thermique. Une loi d'octobre 1979 fixe à 19 degrés la température dans les logements, bureaux et lieux d'enseignement. Une loi antérieure l'a fixée à 20 degrés. Oui. Alors la loi peut donc évoluer pour définir les besoins d'une certaine manière. Le bien-être, qu'est-ce que le bien-être ? Oui, la loi peut évoluer sur la définition de qu'est-ce que le bien-être, qu'est-ce qu'une température adéquate. Le crédit est une anticipation chimérique de plus-value. C'est-à-dire que le crédit est ce qui anticipe un profit qui n'est pas là, mais qui se réalisera plus tard. La dialectique du capital, c'est que le capital ne produit pas des marchandises pour les besoins humains, puisque le propre de la marchandise ayant arraisonné l'humanité, c'est de ne produire que pour le profit et pour les besoins solvables. Et ce qui crée de la valeur du point de vue du capital, c'est l'exploitation du travail humain. Une machine ne produit pas de valeur. La machine ne fait que transmettre la valeur que le travail humain qui s'est cristallisé en elle va effectivement transmettre aux marchandises. Et quand la machine a terminé son cycle, c'est-à-dire quand elle a produit cette transmission de valeur que le travail humain avait mis en elle, elle est obsolète et elle tombe. Donc le capital est dans une contradiction. Seul le travail humain produit de la valeur.
Mais par rapport au marché, il doit, pour baisser ses coûts, produire de plus en plus vite, donc mécaniser. D'accord. Ce qui fait que le capital produit, dans le cadre d'une dynamique de baisse du taux de profit universel et général, de plus en plus de marchandises. Le profit en taux ne cesse de baisser, il doit donc être compensé en masse. Et comme il est compensé en masse, on aboutit à des saturations de marché absolument gigantesques. Si par exemple au niveau mondial, je peux vendre 10 millions de voitures, que les Japonais font 10 millions de voitures, que les Américains font 10 millions de voitures et que les Européens font 10 millions de voitures, il y a 20 millions de voitures en trop. Donc la dialectique du crédit a permis de faire illusion pendant un certain temps. Or aujourd'hui, on est dans cette phase crisique radicale que Marx appelle le renversement de la ligne de crédit, c'est-à-dire le moment où l'anticipation de plus-value se renverse. C'est-à-dire qu'on a eu beau ouvrir des lignes de crédit à l'infini, on atteint le point où la saturation des marchés se renverse et où plus rien n'est possible. The moon is hanging in the purple sky. The baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks have the same jokes and they park in basic places. Priest is preaching from a shallow grave. He counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Carbon dust is a face of everyone. Talking about the rich folks, the poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. Oui, donc juste avant le titre, le morceau de musique, nous avons écouté Francis Cousin qui nous fait un petit résumé de la baisse tendancielle du taux de profit, qui est une loi très importante. Hein. C'est la loi que Marx considérait comme sa plus grande découverte, qui fait que le taux de profit baisse inéluctablement du fait, si on peut expliquer, si on peut résumer, les entreprises sont obligées, dans la concurrence exacerbée, d'investir dans des machines de plus en plus chères et de plus en plus perfectionnées, ce qui fait que le capital fixe augmente, mais le profit en même temps reste le même ou baisse du fait de la concurrence, et le rapport du profit sur le capital, c'est le taux de profit, baisse inéluctablement.
Il y avait un économiste qui avait observé cette baisse tendancielle, c'était Charles Gide, et il avait prédit qu'en 1914, il se passerait quelque chose, parce que le taux de profit atteindrait 0. Et en 1914, donc, il y a eu la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est une loi très importante que peu de gens connaissent, mais qui produit des effets explosifs, on peut dire. Qui produit des effets explosifs, qui génère une production un peu irraisonnée de marchandises. Voilà, une saturation des marchés. Une saturation des marchés. Il faut produire de plus en plus. Si je produis des chemises, je vais devoir produire pour me faire du profit au début 100 chemises, après 1000, après 10 000, après 1 million. Et effectivement, si tout le monde fait pareil, il y aura trop de chemises. Des chemises et des objets qui peuvent devenir jetables. Jetables, oui. Et qui ont des conséquences sur l'environnement. Sur l'environnement. Oui, ce sera peut-être Et à ce titre-là, il serait intéressant de voir la perception qu'avait la France en 1977 du caractère jetable des objets. Toujours en relation avec la période des vacances, une période où on a tendance à consommer plus et donc à jeter plus, sachez aussi que nous produisons à peu près 13 millions de tonnes d'ordures par an, dont une énorme quantité de matières premières inexploitées, du fer par exemple, de l'aluminium, du cuivre et évidemment du plastique. Comme si tout cela ne suffisait pas, on a même inventé des objets à jeter. Au départ, les objets à jeter ont été faits pour nous simplifier la vie. Laver des couches de bébé, par exemple, n'a jamais été une partie de plaisir. Mais les fabricants ne se sont pas arrêtés là. L'objet à jeter a pris une place grandissante dans notre vie quotidienne, sans que nous ayons l'impression de gaspiller. Dans la plupart des cas, l'évolution des objets s'est faite en plusieurs temps. Pour le rasoir, par exemple, au départ, c'était un objet d'une seule pièce qu'il suffisait d'aiguiser de temps en temps. Puis on a inventé les lames rechargeables, le rasoir reste, mais les lames se jettent. Dernière étape, c'est le rasoir entier qui se jette. C'est la même évolution qu'ont subi beaucoup d'objets. Au détriment de la qualité du produit, nous n'avons gagné que les quelques secondes nécessaires au remplissage d'un stylo ou à la recharge d'un briquet. Tout se jette actuellement. Des nappes aux assiettes, en passant par les brosses à dents, les mouchoirs, les lampes de poche, les briquets, sans compter les stylos et les vaporisateurs en tout genre. De même que les sacs poubelles. Et puis le dernier né de la série, l'appareil photo à jeter que l'on trouvera bientôt dans les grandes surfaces. Après avoir pris les 16 photos qu'il contient, vous l'enverrez au laboratoire. Il faudra casser l'appareil pour retirer la pellicule. Tous ces objets coûtent cher. Cet appareil, par exemple, sera vendu entre 25 et 30 francs, c'est-à-dire environ le quart du prix d'un appareil de poche normal, réutilisable indéfiniment ou presque. Et au train où vont les choses, pourquoi ne pas imaginer qu'un jour, nous jetterons notre voiture dès que le réservoir sera vide ? Est-ce que tu as jeté ta voiture, Raoul ? Non, je n'ai pas. J'ai pas le permis. Oui, donc ça solutionne le problème. Oui. D'accord. Raoul, nous avons évoqué la question des besoins artificiels tout à l'heure. Ne garder que l'essentiel. Voilà ce que Fumio Sasaki, un ancien collectionneur compulsif japonais de 40 ans, a décidé de faire. Dans son livre Goodbye Things, il explique comment ne garder que le strict minimum et comment ceci l'a rendu plus heureux. Fumio Sasaki vit à Kyoto dans un appartement de 20 mètres carrés entouré de quelques objets soigneusement choisis. En tout, il n'en possède que 300 qu'il peut déménager en une demi-heure. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Sur les photos de son ancien appartement, c'est l'accumulation qui prédomine. Partout, des livres, des DVD et des CD dangereusement empilés. En 2014, il découvre le concept du minimalisme, un mode de vie et une philosophie qui consiste à se libérer de ses possessions inutiles. Il s'intéresse aussi à Marie Kondo, cette japonaise devenue la consultante en rangement la plus célèbre du monde grâce à son best-seller « La magie du rangement », traduit en 35 langues. Avec sa méthode de tri baptisée « KonMari », elle recommande de trier ses affaires et de ne garder que les objets qui nous mettent réellement en joie.
S'il a été conceptualisé dans les années 2000 en tant que mode de vie à travers des livres et des blogs, le minimalisme n'est pas étranger à la culture japonaise. Comme même à le rappeler Fumio Sasaki, on retrouve cette notion dans le bouddhisme zen qui valorise une esthétique faite de simplicité et de dépouillement. De lecture en lecture, l'auteur se débarrasse d'un grand nombre de ses biens, plus de 95%, et s'attache à simplifier sa vie à l'extrême. Dans son dressing, par exemple, on trouve 4 t-shirts, 3 chemises, 4 pantalons, 4 paires de chaussettes. Alors, pourquoi une telle ascèse, se demanderont certains. À cette question, il répond que les choses sont énergie et aspirent son énergie, et c'est son temps, ses heures. Dorénavant, faire le ménage ne lui prend que quelques minutes. D'ailleurs, il n'utilise qu'un seul et même produit pour laver ses cheveux, la vaisselle et ses vêtements. Mais ce que lui apporte le minimalisme va bien au-delà d'une simplification de ses tâches ménagères. En effet, passer moins de temps à ranger ou à faire les magasins signifie qu'il a plus de temps pour voir ses amis, sortir, voyager pendant ses congés. Il est devenu plus actif. Dorénavant, ses dépenses ne concernent plus les choses matérielles, mais des expériences. Cela lui a aussi permis de se pencher sur la définition du bonheur et de la liberté. Le minimalisme, selon Sasaki, ne se rapporte pas tant au fait de posséder moins qu'à ce que cela procure émotionnellement. Il ne s'agit donc pas de remplacer une forme d'arrogance liée à la possession de biens matériels à une autre, liée à l'ascétisme, dans une sorte de compétition où celui qui possède le moins gagne. En ayant moins de choses, dit-il, j'ai commencé à me sentir plus heureux chaque jour. Je commence à peine à comprendre ce qu'est le bonheur. Pour autant, Fumio Sasaki n'érige pas l'art du vide en norme, estimant que le minimalisme n'est jamais que l'un des chemins qui mènent au contentement. Upside down and inside out and on a lease, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. A wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. Now this is what she does and this is what she is. Exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. Her eyes that look at me through her rainy hair, two round holes where the air buckles and rushes in. Her body moon blue as a jellyfish, and I'm breathing deep, and I'm there, and I'm also not there. I'm spurting ink over the sheets, but she remains completely unexplained. Or maybe I'm just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does.
she does, and this is what she is. And now she's jumping up with her leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up and spinning out again. Up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed and down the hall, where she stops for a moment and turns and says, "Are you still here?" And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the ring of sin. Alors Raoul, on a parlé de besoins artificiels, Oui. on a parlé de minimalisme. Est-ce que est-ce qu'on n'emprunte pas le chemin de la déconsommation? La déconsommation, mais qu'est-ce que c'est exactement la déconsommation? Alors, jusqu'au début du XXIe siècle, posséder des biens issus de la grande distribution était le symbole de la modernité et de la réussite sociale. Un luxe qui s'exprimait à travers le niveau d'équipement d'un individu ou d'un foyer. C'est toujours la norme dans les pays émergents, notamment pour les nouvelles classes moyennes. Dans les pays occidentalisés, la tendance semble s'inverser. En témoigne l'engouement médiatique pour la déconsommation. Alors, la porte d'entrée de celle-ci est égocentrée d'une certaine manière, c'est-à-dire que se faire du bien à soi-même et à sa famille est devenu un luxe accessible à travers une gestion un peu différenciée de son porte-monnaie. En limitant les plats préparés, en réduisant la viande rouge de son alimentation, mais également en faisant du covoiturage ou encore en sous-louant son appartement le week-end, en 2019, 50% de la population française a déjà réservé un logement en ligne entre particuliers. Eh bien, les adeptes de ces nouveaux modes de consommation parviennent à dégager de l'argent qu'ils vont pouvoir réinvestir dans d'autres biens de consommation plus éthiques et par la même occasion atteindre un mode de vie plus soutenable pour la planète. En réalité, l'acte de déconsommer, c'est opérer une transition entre sa manière de vivre et de consommer initialement et l'idéal de vie auquel tout un chacun aspire. Cela est devenu un style de vie qui semble paradoxalement avoir été initié par la grande distribution, elle-même grande perdante, considérée comme grande perdante dans cette tendance. En témoignent les publicités et les campagnes de réappropriation du phénomène. On peut par exemple citer l'exemple de Carrefour et sa campagne visant à promouvoir les légumes interdits, mais aussi Monoprix qui rachète Naturalia ou le lancement d'opérations anti-gaspillage dans les grandes surfaces. Tout se passe comme si la société devait s'adapter à une poignée de radicalisés de la consommation. La presse relate la réappropriation par des minorités actives des valeurs néo-hippies d'une certaine manière. Il n'en demeure pas moins que cette minorité amène une majorité à se réinterroger sur sa manière de consommer. So fit, so full of spark, with affirmations as your wall art. You were driven, eyes on the prize, a yoga routine, home exercise. Sunset Boulevard.
sport endeavors, bringing diminished returns. You're so cool, it's true. You're my kind of girl. Keep you till the end. Find solace in the privilege to pursue. Most people are crushed into servitude. Vous êtes bien sur Bordeaux FM dans l'émission Résident de la République. Nous venons d'écouter You're So Cool, un morceau de Jonathan Brie. Alors s'il y en a un qui est bien cool, c'est Arthur. Arthur, bonjour. Bonjour. Arthur, tu souhaitais intervenir dans l'émission Oui. pour nous réciter un poème? Oui, ça s'appelle L'étranger. Alors nous t'écoutons. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or? Je le hais comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Charles Baudelaire. Waouh. Alors heureusement, les nuages ne s'achètent pas encore. Non, et puis ça pollue pas de regarder les nuages. Ça pollue pas. On souhaitait c'est une activité très, très bonne pour le bilan carbone, ça, regarder les nuages. C'est une activité surtout non marchande. Non marchande aussi, oui. Pour le moment. Pour le moment, oui. Et peut-être qu'on pourra plus les voir comme les étoiles un jour. Peut-être qu'on pourra plus les voir comme les étoiles. Moi, j'avais envie de poser une question. C'est la dernière question, hein, puisque le temps tourne. Est-ce qu'à l'image du « je pense, donc je suis », oui, on peut dire que je dépense, donc je suis? Tout à fait. C'est le principe même de l'aliénation. Les gens qui sont atteints du trouble des achats compulsifs, hein, dont on parlait tout à l'heure, il y en a beaucoup qui disent « je me sens exister quand j'achète ».
J'achète pas pour me distinguer, j'achète pas pour ceci ou cela. C'est parce que je me sens exister. Et ça, c'est un principe de l'aliénation. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés à l'occasion de ce deuxième numéro de Résidents de la République sur les ondes de Bordeaux FM. Nous vous souhaitons un beau samedi ensoleillé et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Raoul, le mot de la fin. Simplement, est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi j'achète de la crème solaire pour aller à la plage? Pourquoi je vais à la plage pour acheter de la crème solaire? C'est une question qui est très importante. Jesus for the jugular, one at a time. Ain't nobody